La première saison de Mercredi a été un véritable phénomène mondial. Des records à la chaîne, des millions d'heures visionnées et une danse devenue virale partout. Après 3 longues années d'attente, entre retards et attentes démesurées, la saison 2 est enfin là. Et Tim Burton a décidé de hausser encore le niveau. Plus sombre, plus ironique et bourré de références cachées. Aujourd'hui, je vais te révéler 33 détails que tu as sûrement ratés dans les 4 premiers épisodes. Et crois-moi, certains vont complètement te faire revoir certaines scènes. Tim Burton ne te laisse même pas le temps de t'installer confortablement. Dès les toutes premières secondes, il balance une nouvelle version de My Favorite Things. Pas de petites fleurs ni de clochettes joyeuses. Ici, la mélodie se mêle à des images de poupées cassées et d'yeux en verre qui te fixent comme s'ils connaissaient un secret sur toi. Une ouverture qui déstabilise et qui te plonge direct dans l'univers de Nevermore. Ou même une comptine célèbre peut devenir angoissante. C'est du Burton pur jus. Prendre quelque chose de familier et le tordre jusqu'à en faire un cauchemar chic. Parmi toutes ces poupées, il y en a une avec un seul œil. Ça a l'air d'un détail posé au hasard, mais en réalité c'est un indice caché. Un avant-goût de l'intrigue de Judy et de ses oiseaux. Burton adore parsemer ce genre de micro-signes que tu ne remarques pas au premier visionnage, mais qui, une fois reliés à l'histoire, te donnent l'impression d'avoir été piégé. C'est sa manière de récompenser ceux qui regardent attentivement. Et puis, il y a ce moment où Mercredi offre une poupée blonde à Enid. Déjà, un cadeau pareil de la part de Mercredi, ça sent l'arnaque. Mais le twist, c'est que cette poupée est habillée exactement comme l'une des victimes du scalper. Ce n'est pas un cadeau, c'est un avertissement déguisé. Typiquement le genre de geste à la Mercredi. Te faire sourire et frissonner en même temps, tout en montrant sa façon très particulière d'exprimer l'affection. Les séquences en noir et blanc qu'on aperçoit ici et là ne sont pas là pour faire artistique. C'est un hommage direct à la série télé originale des années 60. En les regardant, tu as presque l'impression d'être revenu devant une vieille télé noir et blanc, avec cette ambiance à la fois théâtrale et gothique qui a rendu la famille Addams iconique. Burton envoie un message clair. Ce n'est pas une réinvention totale, on construit sur les fondations d'origine. Et si tu regardes bien la tenue de Mercredi dans ces scènes, tu découvres un autre niveau de lecture. Ce n'est pas un costume inventé pour la série. Il vient directement des bandes dessinées de Charles Addams publiées dans le New Yorker. Comme si Mercredi avait ouvert l'armoire de sa version dessinée pour en ressortir une robe et faire un saut dans le présent. Un lien subtil mais ultra puissant, qui relie plus de 60 ans d'histoire du personnage en un seul plan. L'arrivée de Steve Buscemi en tant que nouveau directeur de Nevermore, Barry Dort, est déjà un coup de casting énorme. Mais Burton va plus loin, il lui colle un look à la Edgar Allan Poe, au point que la mise en scène montre un portrait de Poe juste avant de couper sur le visage de Buscemi. Comme si le personnage sortait littéralement du tableau. Et ce n'est pas tout, Buscemi est déjà passé par l'univers burtonien avec Big Fish, il connaît donc parfaitement ce mélange de charme et d'étrangeté qui devient ici sa signature. Jetons un œil au mur de la chambre de Mercredi. On y voit un dinosaure et une pieuvre dessinée. Ça ressemble à de simples gribouillis un peu glauques, mais en réalité ce sont des clins d'œil directs aux cartoons originaux de Charles Addams dans le New Yorker. Un détail qui relie la série directement aux racines du personnage, transformant une vieille vignette noir et blanc en véritable décor. Le duel d'escrime entre Mercredi et Morticia est déjà spectaculaire en soi, mais devine quoi, la première partie a vraiment été tournée, les yeux bandés. Catherine Zeta-Jones et Jenna Ortega se sont entraînées pendant des semaines pour coordonner leurs mouvements et leurs touches sans rien voir. Et Burton double le clin d'œil. La scène fait aussi écho à la carrière d'action de Zeta-Jones, en particulier à Le Masque de Zorro. Morticia remporte le duel en frappant un cœur en verre. À première vue, ça paraît juste un détail de mise en scène. Jusqu'à ce que tu réalises que c'est une référence directe à un épisode de la série télé des années 60, où Morticia et Gomez s'étaient affrontés dans une joute similaire. Ici, Burton ne se contente pas de rendre hommage, il réinvente la tradition. Mère et fille rejouent le même jeu, transformant la scène en un véritable passage de flambeau symbolique. À l'extérieur de Nevermore, au moment où la famille Addams arrive, on aperçoit une camionnette garée, The Telltale Café. Déjà, le nom est une déclaration d'amour à Poe, le cœur révélateur. Mais le petit bijou, c'est le menu. Chaque plat est une référence littéraire. Ce n'est pas juste une enseigne posée pour habiller le décor. Si tu prends le temps de lire, tu vois que chaque ligne est un micro-hommage à une œuvre gothique ou à une nouvelle de Poe. Lors de la cérémonie du bûcher, une sculpture de branches entremêlées prend la forme d'un corbeau. Ce n'est pas seulement un joli travail de décor, c'est un clin d'œil direct au poème Le Corbeau, le plus célèbre de Poe. Et ce n'est pas un hasard si les corbeaux sont omniprésents dans cette saison, notamment avec l'intrigue de Judy et de ses oiseaux. Le thème du corbeau devient le fil rouge visuel de l'histoire, un symbole qui plane sans cesse au-dessus des personnages. Toujours du côté de Nevermore, pendant la journée des farces, Anis prépare un piège mortel dans la tour de l'horloge. Une lame suspendue qui oscille de façon menaçante. Référence sanglante à Le Puits et le Pendule. Une nouvelle où un prisonnier est torturé par une lame gigantesque descendant lentement du plafond. Et puis, surprise, Christopher Lloyd fait son entrée dans la peau du professeur Orof.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Lloyd fait littéralement partie de la famille Addams. Dans les films cultes des années 90, il incarnait l'oncle fétide. Ici, le casting est une immense caresse aux fans, mais Burton va encore plus loin. Il lui fait lâcher une réplique sur la tour de l'horloge endommagée. Un clin d'œil évident à Retour vers le futur et à son Doc Brown. Le genre de référence qui fait exploser la tête de tous les cinéphiles. Au milieu de tout ce chaos gothique, Burton trouve le temps de ramener l'un des moments les plus iconiques de l'univers Addams, le tango de Morticia et Gomez. Ce n'est pas juste un numéro de danse, c'est un rituel qui existe depuis les années 60, qui est passé par les films des années 90 et qui revient ici, avec la même complicité et la même passion. La plaque d'immatriculation de la voiture affiche simplement Addams. Un clin d'œil direct au nom de la famille la plus gothique de tous les temps. Mais ce n'est pas tout. Elle vient du New Jersey, l'état natal de Charles Addams, le créateur des dessins originaux publiés dans le New Yorker. Un double hommage donc, à la famille d'un côté et à son père de l'autre. Quand la famille Addams découvre sa nouvelle maison, leur première réaction est de commenter à quel point elle est remplie de rose pastel. Ça paraît juste une blague ironique, mais en réalité c'est du méta-humour pur et simple. Le plateau de tournage de la série des années 60, bien que filmé en noir et blanc, était en réalité peint de rose vif et de vert d'eau, car ces couleurs rendaient mieux à l'écran. Le public de l'époque n'en savait rien, mais ici Burton fait dire aux personnages ce que nous, spectateurs d'aujourd'hui, découvrons dans les coulisses, une autoparodie 60 ans plus tard. À l'intérieur de la maison, Burton s'amuse à remplir chaque recoin d'objets tirés de la tradition Addams. Des ours au regard maléfique, des instruments de torture miniatures et même des tortues empaillées. Comme s'il avait créé un musée secret pour les fans hardcore où chaque meuble est une référence à quelque chose déjà vu auparavant. Pas besoin de dialogue, ces détails racontent l'histoire de la famille à eux seuls. Même la chose a droit à son moment de gloire. Burton lui offre carrément un petit appartement, un univers miniature avec table, tapis et même un mini fauteuil. Ce n'est pas montré en gros plan, mais quand la caméra passe dessus, tu réalises que chaque pièce a été fabriquée à la main. Une façon de rappeler que la main la plus célèbre de la télé est bel et bien un personnage à part entière. Le moment le plus Hitchcockien de la saison survient avec le meurtre de l'inspecteur Bradbury, attaqué par une nuée de corbeaux qui lui arrache littéralement les yeux. Une référence directe aux oiseaux d'Hitchcock, sorti en 1963. Et ce n'est pas seulement un clin d'œil visuel, c'est une déclaration d'intention pour toute la saison. Burton nous dit que le danger ne criera pas, mais qu'il viendra en silence, implacable comme une ombre d'aile noire. Puis il y a le projet LOAS, un programme secret d'expérience destiné à manipuler les marginaux pour mieux les contrôler. C'est un écho direct au mythe de Frankenstein, la science qui joue à être Dieu et qui recrée la vie en laboratoire. En parallèle, on a Slurp, incarnation vivante de ce mythe, un corps cousu de morceaux, ramené à la vie, en lutte constante avec son identité. Deux fils narratifs différents mais liés au même monstre classique. Et puisqu'on parle de classique de l'horreur, on retrouve aussi un peu de la nuit des morts vivants dans cette saison. Slurp n'est pas le zombie habituel qui titube en mordant tout ce qui bouge. Ici, on le voit évoluer à chaque cerveau qu'il dévore, acquérant peu à peu des capacités humaines. C'est comme observer en direct l'évolution d'un prédateur. Une idée qui ajoute de la tension, car plus il progresse, moins il est une créature sans esprit. Et plus il devient dangereux. Le camp d'été où se retrouvaient les adolescents est un clin d'œil direct à les valeurs de la famille Addams, le film culte des années 90 où Mercredi et Pugsley étaient forcés de supporter des scouts trop souriants et des activités artificiellement joyeuses. Burton reprend cette énergie, mais en version gothique, même sourires inquiétants, mais avec un arrière-goût encore plus sombre et sarcastique. L'un des moments les plus spectaculaires, c'est quand Mercredi traverse le camp en tyrolienne. Beaucoup ont sans doute pensé à une cascade avec doublure, et pourtant non, c'est Jenna Ortega qui l'a fait elle-même. Aucune doublure, elle était bien accrochée au câble, avec toute la sécurité nécessaire, même si la forêt autour n'était en réalité qu'un immense fond bleu. Savoir que l'actrice a vraiment mis son corps en jeu rend la scène encore plus iconique. Autre moment de cascade, mais cette fois avec un trucage de cinéma digne d'un manuel, la chute par la fenêtre. Au lieu de jeter Jenna d'un immeuble, ils ont construit la fenêtre à l'horizontale dans un studio, accroché l'actrice au-dessus et laissé la gravité faire le reste. Bien sûr, le verre était en sucre, prêt à se briser facilement et sans danger. Et puis, il y a le maquillage de Slurp. 5 heures de travail chaque jour, réduite depuis 10 heures lors des premiers essais. Un boulot titanesque de prothèses, latex et peinture, inspiré par L'Homme qui rit, film muet de 1928 qui a aussi inspiré le Joker, et par le comique physique des Three Stooges. Le résultat ? Un personnage qui bascule en un instant de l'inquiétant au grotesque, un hybride qui te laisse sans savoir si tu dois rire ou frissonner. La salle de musique de Nevermore cache un véritable monstre, un orgue de 4 mètres et demi de haut et de 3 mètres de large. Ce n'est pas un simple décor, mais un instrument construit pour être réellement jouable. Quand il apparaît à l'écran, il envahit l'image et donne l'impression que la musique à Nevermore n'est pas un loisir, mais une expérience quasi rituelle, aussi imposante et oppressante que l'école elle-même. Un détail minuscule mais hyper soigné, les ongles d'Enid.
Au début de la saison, ils sont colorés avec des tons vifs, mais épisode après épisode, ils deviennent de plus en plus clairs et sobres. Une manière silencieuse de montrer l'évolution de son état d'esprit et de ses priorités sans jamais avoir besoin de le dire à voix haute. Fred Armisen, qui incarne l'oncle fétide, n'a pas fait les choses à moitié. Pour les 33 permis de conduire et les 18 faux passeports de son personnage, il a vraiment posé pour chacune des 51 photos. Pas de Photoshop, chaque cliché a été pris sur le plateau, avec des costumes et des poses différentes. Une folie totale que tu ne verras jamais entièrement à l'écran, mais qui donne un réalisme incroyable à ce personnage déjà complètement déjanté. La grand-mère Frump est interprétée par Joanna Lumley, mais pour les fans de Burton, ce n'est pas un visage inconnu. Elle avait déjà prêté sa voix à Lady Everglot dans Les Noces funèbres. Son look dans Mercredi est inspiré de l'icône de mode Daphne Guinness, un mélange de haute couture et de gothique théâtral. Quand Ajax raconte son histoire de fantôme, l'écran se transforme soudain en un petit film d'animation. Et ceux qui connaissent Tim Burton ont immédiatement eu un déjà-vu. Le style est celui étrange, gothique et tendrement macabre de Vincent et Frankenweenie, deux de ses courts-métrages cultes. Comme si, l'espace de quelques secondes, Burton avait mis la série sur pause pour nous plonger directement dans sa tête de jeune réalisateur. Un cadeau pour les fans et une signature visuelle pour tous les autres. Si le camp Jericho te semble familier, ce n'est pas un hasard. Ces tentes et cette tour en bois ont été installées à la Powerscourt Estate juste à côté de la plus haute cascade d'Irlande. C'est exactement la même localisation utilisée pour Vikings Valhalla. Autrement dit, le décor qui accueillait autrefois des batailles de Vikings abrite désormais tyroliennes, duels à l'épée et drames adolescents gothiques. Un contraste épique que seule l'Irlande pouvait offrir. Quand Morticia et Gomez s'assoient au camp d'été, ce n'est pas sur des chaises quelconques. Le décor reprend la silhouette du grand fauteuil recourbé que Morticia avait dans la série télé des années 60. Un détail jamais mis en avant, mais qui fonctionne comme un morceau de la maison Addams emporté en voyage. C'est une façon de dire qu'où qu'ils aillent, ils emmènent toujours avec eux leurs racines et leur style inimitable. Pour les connaisseurs de la série originale, c'est comme retrouver une vieille amie dans un lieu nouveau. Et là, coup de massue pour tous les amoureux du cinéma des années 90. Tu te souviens du petit garçon du 6e sens, celui qui voyait les gens morts? Eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui les fait passer de l'autre côté. Allez, Joel Osment, adulte et avec un look inquiétant, incarne le Scalper, un serial killer plutôt coriace. Et voilà, les 33 détails que tu avais sûrement manqués dans les 4 premiers épisodes de la saison 2 de Mercredi. Tim Burton continue de bourrer chaque plan de référence et je suis sûr qu'il en reste encore plein d'autres cachés que même moi je n'ai pas vus. Alors si toi tu en as repéré d'autres, partage-les en commentaire, on les ajoutera dans la deuxième partie. Et bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite.